réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV. Pendant que nous nous approchons de la prochaine commémoration du Génocoste, cette année, celle-ci coïncide malheureusement avec le récent bombardement du camp des déplacés de Mugunga à Goma par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, endeuillant davantage nos populations en situation difficile. En hommage aux victimes de la barbarie, y compris celle du récent bombardement du camp des déplacés de Mugunga à Goma par le Rwanda et ses supplétifs du M23, le président de la République a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour donner un large écho à la commémoration du 2 août 2024 à travers l'ensemble du territoire national et dans nos représentations diplomatiques à l'étranger. Le président de la République a abordé la question cruciale de la conjoncture économique nationale qui présente des défis significatifs, notamment en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires impactant directement le quotidien de nos concitoyens. La hausse des prix a mis à rude épreuve le pouvoir d'achat des Congolais, rendant l'accès difficile aux biens et services. Il lui revient que cette hausse de prix, sans être forcément la résultante de la conjoncture économique normale, est parfois l'œuvre des ennemis de la République qui provoquent des spéculations dans l'unique but de tourner la population contre les actions salvatrices initiées par le gouvernement. Rappelant sa détermination et celle du gouvernement à déployer moult initiatives allant dans le sens de stabiliser les prix sur les marchés et à promouvoir l'entrepreneuriat congolais, il a encouragé le gouvernement à redoubler d'efforts et à travailler en synergie en mettant des actions concrètes et résultats rapides pour redonner le pouvoir d'achat à nos compatriotes et favoriser l'émergence des champions économiques locaux, voire nationaux. Je le dis au sommaire, les espaces des jeux pour enfants disparaissent petit à petit à Kinshasa. Tout le parc récréatif public et terrains de football sont transformés en de kermesses. Le manque de ces espaces renvoie les enfants dans leur salon. Faute des mieux, les jeunes garçons exploitent les rues et autres espaces verts pour se divertir. Cédric Kenina et José Dimonekene ont sillonné quelques endroits pour faire le constat. Des talents qui naissent, des vocations qui se suscitent, ainsi que l'apprentissage de loisirs sains. Les vacances, période idéale pour se détendre, prendre de l'air et oublier parfois des moments austères de la vie scolaire pour les enfants. Mais à Kinshasa, la plupart des terrains de jeu se transforment en kermesse et terrasses à ciel ouvert. Certains parents s'en plaignent, impuissants face à cette occupation des lieux de loisirs pour enfants. Soi-disant, le gouverneur a en place, soi-disant, cette histoire des bourgmestres qui prennent de l'argent un peu partout pour des kermesses, ça nous inquiète. Il faut y mettre fin. Mais le terrain est occupé, l'activité commerciale, et quand la fitine ça ne marche pas, et les logs ça la sauté. Bon, maintenant on gérer pendant tant de vacances. Comme alternative, l'on se rabat aux jeux à domicile, les grands espaces étant occupés par des noctambules accros à l'alcool. Une situation qui étouffe la créativité des tout-petits et augmente la dépravation de mœurs. Les vacances ne sont plus comme avant. Les risques est qu'elles ne reviennent finalement plus comme avant, avec un visage de l'innocence d'un enfant si frêle et doux. Des robinets fantômes dans la commune d'Engaliema et Selimbao à Kinshasa. Plusieurs quartiers et avenues de ces deux communes sont privés d'eau potable. L'eau ne coule plus depuis plusieurs mois. Face à cette rareté, la population du quartier Ngomba Kikusa recourt à l'eau de forage installée ça et là. Un business florissant dans ce coin de la capitale. C'est un reportage de Fanny Chimalunga et Bijou Komba rendu par Bobette et Yengali Sapa.
À défaut d'un réseau de distribution, 3 forages alimentent la population du quartier Ngomba-Kikusa à Mbinza Télécom dans la commune de Ngaliema. Une alternative à la pénurie d'eau depuis plusieurs années dans cette partie de la capitale. Cette difficulté s'est accentuée avec le déficit constaté en énergie électrique qui ne permet pas aux forages d'alimenter convenablement les quartiers. Ici, chaque forage a un coût économique pour les ménages. Il faut débourser une moyenne de 250 francs congolais et d'autres 300 francs congolais ou voire 500 francs congolais. Nous souffrons beaucoup dans notre quartier, même nous propriétaires du forage, car l'électricité ne nous permet pas de servir la population. C'est une aubaine pour les pousse-pousseurs qui font des recettes dans la manutention. Par jour, nous avons 100 bidons à remplir pour le ménage du quartier. Et cette situation persiste, et cela plusieurs années, que le gouvernement nous vienne en aide. Autre coin de la capitale à connaître le même problème, c'est la commune de Selembao, où plus de 25 forages ont été installés. Le cas du quartier Mwanantounou derrière la prison centrale de Makala. Ici, la population habituée à cette situation en appelle à une solution urgente. Ici, chez nous, on nous vend de l'eau. 25 litres, c'est à 200 francs s'il y a du courant. S'il n'y a pas du courant, c'est à 300 francs. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent le groupe électrogène. Ils doivent acheter les carburants, c'est pour cela qu'ils nous vendent ça comme ça. Après, preuve 25. Parce qu'ici, on est en train de souffrir à cause de l'eau. Nos autorités doivent nous aider, nous, la population. L'eau, symbole de la vie. Certains quartiers et communes de Kinshasa en manquent cruellement, d'où la nécessité pour le pouvoir public de mettre sur pied de nouvelles politiques, incluant l'extension et l'assainissement du réseau de distribution d'eau par la pose d'une nouvelle tuyauterie en remplacement de celle qui est défectueuse. Plus aucun véhicule n'est circule au quartier Ndjelo Mbinza dans la commune d'Ngaliema. Des érosions dévastatrices ont coupé les routes. Les images sont spectaculaires et les conséquences sont importantes. Malgré plusieurs cris de détresse de la population, le gouvernement provincial fait toujours sourd d'oreille selon la population que vous allez suivre dans ce reportage de Serge Merlemata. Ici, nous sommes au quartier Djelobinza, plus précisément sur l'avenue Kadonga, dans la localité Moutombo Baka Fontenda, dans ce coin de la capitale. Des maisons s'écroulent régulièrement suite à la progression rapide de 3 têtes d'érosion. À cet endroit, les pluies ne sont plus les bienvenues. Perdues, les victimes de cette érosion sont contraintes de passer la nuit à la Belle Étoile. Il ne reste plus rien de ces caniveaux construits en briques dernièrement. Même nos maisons s'écroulent. Nous n'avons pas un autre endroit où aller. Aidez-nous s'il vous plaît. Nous sommes aussi des Congolais. Aidez-nous s'il vous plaît. D'autres familles, par contre, conservent encore leur maison et vivent dans la crainte d'être les prochaines victimes. Ces dernières vivent en toute vigilance, attendant un miracle. Cette situation est conséquente des inachevés. C'est-à-dire l'OVD avait engagé une entreprise chinoise pour réaliser les travaux de réhabilitation d'un collecteur. Mais les travaux ne sont pas arrivés au bout. Nous avions écrit depuis l'année passée, nous avions écrit qu'il y avait un danger. Personne ne nous a entendus. Les chefs de cette localité, Obaba Fonga Kosma, sollicitent l'implication des autorités du pays pour sauver cette contrée. Nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État et le suivi du gouvernement de la République. Bientôt, également, c'est la pluie. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Pour l'heure, ces habitants sont appelés à être prudents pour éviter que les pieds ne leur arrivent, au risque de perdre leur propre vie, voulant à tout prix préserver leurs habitations. Clap de fin de la 7e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense CETCHES. Et c'est le vice-ministre de la Défense nationale qui a clôturé cette session. D'autres précisions dans ce reportage d'Edi Chalakatala. C'est au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita, que le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango Aoto, a clos samedi 13 juillet le colloque international marquant la clôture de la 7e session spéciale et 9e session ordinaire au Collège des hautes études de stratégie et de défense CETCHES. 3 jours de travaux placés sous les thèmes les défis sécuritaires en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs,
enjeux et axes prioritaires d'action. Dans son allocution, le vice-ministre de la Défense nationale a salué le niveau des experts ayant pris part à ces 3 jours de réflexion. Plaisir pour les connaissances requises, redevabilité pour leur mise en pratique et surtout pour l'obligation des résultats. Au cours de ce colloque, il y a eu 4 sous-thèmes majeurs. Le premier s'est focalisé sur les causes et les facteurs socio-économiques des insécurités en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs. Le deuxième a réfléchi sur les principaux acteurs des violences et d'insécurité. Le troisième a abordé la question de la régionalisation et de l'internationalisation des insécurités. Et enfin, le quatrième s'est penché sur les axes prioritaires d'action sur la formulation des politiques y afférentes, d'où quelques résolutions ont été retenues. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le vice-ministre de la Défense nationale a déclaré clos ce colloque international. Les militaires blessés de guerre, pas oubliés par le chef de l'État. Un deuxième groupe composé de 38 militaires seront soignés à l'étranger. Ils ont quitté Kinshasa hier tard dans la soirée pour des soins appropriés. Mais avant de s'envoler, ils ont reçu quelques mots d'encouragement. Regardons. Le deuxième groupe de 38 militaires blessés de guerre a quitté Kinshasa ce vendredi 12 juillet 2024 pour le soins appropriés à l'étranger. Ces derniers est sur le trace du premier groupe de 10 militaires évacués le 13 juin 2024 et qui regagnent le pays de la semaine prochaine. La décision de leur évacuation à l'extérieur du pays a personnellement été prise par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême des forces armées lors de sa dernière visite aux blessés de guerre du 28 mars 2024 à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo. Avant l'embarquement, le 38 blessés de guerre ont reçu les encouragements du général de brigade médecin Kiko Biasondili, commandant de l'hôpital militaire central. Bien soigné, Bobika, Bozonga, Kosala, Moussala. Quelques principaux bénéficiaires de cette action du chef de l'État et le médecin accompagnateur ont livré leurs impressions et exprimé leurs sentiments. On remercie une fois de plus le commandant suprême, le chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Les cadres de l'aménagement du territoire de 10 provinces vont dans le tout prochain jour faire leur retour sur le banc de l'école pour un renforcement de capacité. Leurs formateurs qui sont encore à Kinshasa, eux, viennent d'être au préalable dotés des connaissances spécifiques. Un atelier vient d'être clôturé cet avant-midi par le secrétaire général à l'aménagement du territoire, comme nous dit Edith Chala dans ce reportage. Au terme de 3 jours de formation, les agents et cadres de l'administration de l'aménagement du territoire ont été suffisamment outillés pour mener la mission pour laquelle ils vont bientôt être déployés en province. Un axe stratégique de la réforme de l'aménagement du territoire financé par l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI via le FONARED est mise en œuvre par le PNUD et le FONAT. Le secrétaire général à l'aménagement du territoire, Dieudonné Menzou, est un homme comblé. Je suis très content avec les agents. Ils ont vraiment assumé la matière. J'ai senti qu'en déployant l'intérêt du pays, ils vont faire un bon travail pour l'intérêt de la nation. Nous avons privilégié cette fois-ci les provinces PIRED. C'est pour ça que nous avons commencé par les zones forestières, les zones PIRED. La chargée de mission adjointe du Fonds national de l'aménagement du territoire, FONAT en sigle, Jeanne Ngbo, rappelle l'action de son établissement public. Nous finançons et puis nous faisons le suivi de l'exécution de ces différents projets. Ce qui a amené que durant ces 3 jours, nous avons passé les temps. Et pas seulement mobiliser, financer, mais nous avons accompagné les participants. Et nous avons confiance à toutes les formations reçues par nos participants que demain, à travers la République démocratique du Congo, nous aurons l'engouement sur la compréhension de l'aménagement du territoire. Tous souhaitent plein succès à ceux qui vont en province pour la formation des autres agents et cadres dans les 10 provinces, 10 PIRED+.
La première tentative aura été la bonne pour l'Office national des experts comptables de la RDC. Le tout premier congrès de ces experts comptables déroulé pendant 2 jours à Kinshasa a été une totale réussite selon les organisateurs. Les participants venus de plusieurs pays sont répartis enrichis de la qualité des échanges. Robert Yenga et Papi Mbongo ont signé ces reportages. C'est un pari gagné pour l'ONEC après 2 jours du premier congrès des experts comptables clôturé ce vendredi 12 juillet à la satisfaction de tous. C'est une fierté pour notre ordre, pour la profession du chiffre. Nous sommes prêts à continuer par exemple à soutenir les panélistes, à organiser les rapports pour produire l'acte du congrès. Il faut d'abord retenir que la qualité du travail est un élément déterminant. Par rapport à la transparence, il faut aussi ajouter que dans la profession, il y a la notion de sincérité liée notamment à l'éthique professionnelle. Avec 8 panels organisés, 31 sous-thèmes exploités, des intervenants de qualité, les résultats de ces assises sont consécutifs à la synergie d'efforts de plusieurs acteurs. Le président de l'ONEC, Benjamin Zaïlou, s'en félicite. C'est un moment agréable passé avec différentes parties prenantes, ce qui veut dire que le thème principal du congrès était la transparence financière et pour l'atteindre, il faut l'interaction avec toutes les parties prenantes et nous reconnaissons tous que c'est un enjeu important pour notre pays et la profession comptable peut jouer un rôle très important pour promouvoir cette transparence, permettre cette transparence et améliorer la gouvernance au niveau du pays, qui est un élément important pour le développement économique. Derrière cette organisation réussie, il y a une équipe costaud dirigée de main de maître par Jean-Marie Kabalambi. En attendant le prochain rendez-vous, l'ONEC doit se faire une santé financière pour projeter son 2e congrès. 30 soumissionnaires de projets innovants, seulement 3 gagnants. Le concours entrepreneuriat étudiant organisé par Leadership Academia University de Kinshasa vient de livrer son secret. La première édition de ces concours a aussitôt conduit à la création d'un nouveau centre d'intelligence entrepreneuriale au sein de cette université, comme nous disent Luzette Ntsakala et Bobetenga dans ce reportage. Ils sont 3 heureux gagnants de 5 finalistes sur les 30 soumissionnaires des projets reçus au concours entrepreneuriat étudiant organisé par Leadership Academia University. Je suis très contente d'avoir gagné et j'espère que ce sera un bon début. Ces concours, le premier d'une série, marquent ainsi le lancement du centre d'intelligence entrepreneuriale de cet alma mater. Ce centre d'intelligence entrepreneuriale est là vraiment pour assurer 3 volets. Le premier volet, c'est la recherche. Et puis nous avons un deuxième volet qui est le volet de formation. Nous allons former les entrepreneurs, les jeunes et les seniors aussi, dans différentes thématiques, aspects de l'entrepreneuriat qui les concernent. Et puis nous mettons en place un incubateur qui va accompagner ceux qui viennent avec les idées jusqu'à arriver au projet bancable et mettre en place une cellule de financeurs qui vont accompagner ces entrepreneurs-là. Et puis enfin, le 3e volet, c'est les services à la communauté, à la société. Pour le professeur Daniel Kawata, recteur de LAU, des programmes spécifiques ont été conçus pour offrir aux étudiants un suivi à chaque étape du projet. Nous formons des étudiants qui doivent, à l'issue de leurs études, être en mesure de se prendre en charge au lieu de courir derrière des institutions qui existent déjà. Et pour nous, c'est une grande satisfaction. Créé par Leadership Academia University, le centre d'intelligence entrepreneuriale a pour ambition de stimuler l'innovation et la créativité, mieux l'esprit managériel des étudiants au sein de cette université. Allez, j'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Désormais, les enfants de plus de 5 ans jusqu'à 15 ans seront aussi vaccinés contre la poliomyélite dans 3 provinces de la RDC, le Haut-Katanga, le Olomami et le Tanganyika. Le PEV vient d'étendre sa cible de vaccination. Cet élargissement s'est justifié par quelques cas notifiés chez les adultes dans ces provinces. Et Johnny Dada Chabani pour le détail. Décider d'éradiquer la polio en République démocratique du Congo, qui constitue un réel problème de santé publique, le ministère de la Santé, par le biais du programme élargi de vaccination, a élargi la cible de l'administration du vaccin contre la polio aux enfants. De la cible habituelle de 0 à 5 ans,
pour la vaccination des routines et des campagnes de masse, le PEV a élargi jusqu'à 15 ans. Au cours d'une conférence de presse, la coordonnatrice du comité d'opération urgence polio, Dr Elisabeth Mukamba, a explicité la raison d'élargissement de cette cible dans ces 3 provinces aux journalistes des réseaux des journalistes et amis de l'enfant. Les données entre 2022 et 2023, on a noté qu'au-delà des enfants de moins de 5 ans, il y a les enfants de plus de 5 ans qui ont développé la paralysie. Et lorsqu'on regarde la localisation, c'est essentiellement dans les 3 provinces que sont le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Tanganyika. C'est ainsi que dans ces provinces, on est allé jusqu'à vacciner les enfants de 15 ans. C'était aussi une opportunité pour le coordonnateur pays de l'initiative mondiale d'éradication de la polio, Dr Lusamba, d'inviter les journalistes à s'impliquer dans la lutte multisectorielle pour l'éradication de la polio et la circulation du poliovirus de type 1 et 2 à travers la sensibilisation des parents et les gardiens d'enfants. Et surtout, d'insister pour que ces parents vaccinent leurs enfants. C'est pour augmenter leur immunité, pour barrer la route à la circulation du virus entre les provinces et les pays frontaliers, les PEV étant pour parler avec les pays voisins pour l'harmonisation des agendas pour réaliser la vaccination synchronisée. La légitimité du pouvoir d'Augustin Kabouya comme secrétaire général de l'UDPS ne peut jamais être remise en cause par de personnes frustrées. Ces mots durs et la colère de l'exécutif national de cette formation politique après les essais de la déstabilisation de l'UDPS par certains fils maison. Il a dit au terme de son échange avec Augustin Kabouya. D'autres détails avec Alain Bikaï. À l'issue de cette rencontre, l'exécutif national de l'Union pour la démocratie et le progrès social l'UDPS apporte son soutien au secrétaire général, honorable Augustin Kabouya, et lui recommande de continuer la mise en application des résolutions du Congrès d'Ngandayala. L'UDPS Tshisekedi renouvelle sa loyauté à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui garantit un accompagnement indéfectible dans la réalisation de ses missions, particulièrement dans la recherche du retour de la paix à l'est de la République. Rappelle également que lors de son congrès extraordinaire tenu en date du 26 août 2023 en Sélé, 3 résolutions majeures ont été prises portant reconduction de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président du parti et haute autorité morale de référence pour un nouveau mandat de 5 ans. Son investiture comme candidat du parti à l'élection présidentielle de décembre 2023 et la confirmation du pouvoir donné à l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo, secrétaire général, avec pouvoir d'engager pleinement le parti pendant 5 ans. Note que la légitimité du pouvoir de l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo, tel qu'issu de l'organe suprême du parti, le Congrès, ne peut aucunement être remise en question par quelques personnes frustrées pour des raisons purement personnelles. Encourage l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo à poursuivre sans désemparer l'exécution des recommandations et résolutions de Kisantu dont les prémices ont conduit le parti à une large victoire lors des élections générales de 2023-2024. Inclusion sociale de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en RDC, le ministère des Affaires sociales et l'Union africaine des aveugles, désormais bras dessus, bras dessous. Décision prise au terme d'un échange entre la ministre déléguée en charge de PVH, Irène Sambou-Diatta, et une délégation de cette association des aveugles. Le détail avec Betty Amanikunda et Guinée Kassou. Une délégation de l'Union africaine des aveugles conduite par Lucas Samouda, chargé de programme de l'UAFA, qui accompagnait le président de l'association des aveugles pour le développement, Rion Douani-Mouteba, a échangé avec la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambou-Diatta. Au menu de leur entretien, s'enquérir de la situation des personnes avec handicap en général et celle des aveugles et malvoyants
étudiantes en particulier. Lucas Samoda a par ailleurs salué le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône l'inclusion sociale des personnes avec handicap, et aujourd'hui, la RDC est un modèle à suivre par d'autres en ce qui concerne la non-handicap. Satisfait des avancées et innovations dans le domaine du handicap, Lucas Samoda tient à raffermir les liens de coopération avec la ministre déléguée Irène Sambo-Diata. Nous sommes ici justement pour travailler avec une organisation avec laquelle nous travaillons. Alors nous sommes venus ici pour voir comment les choses évoluent. Alors nous sommes cette organisation qui joue en ce que ces personnes puissent retrouver leurs droits et être aussi acceptées partout dans la société. J'ai compris le leadership de M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez notre soutien. La ministre déléguée a brossé brièvement la situation des personnes avec handicap au pays, qui a connu son ascension avec l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête du pays. Elle a en outre présenté l'arsenal juridique et les textes réglementaires dont dispose la RDC. La ville de Bouma, choisie parmi les villes à rénover dans le cadre du vaste programme Ville durable. Et puis cette interrogation, où en sommes-nous avec ce programme? Eh bien, la question a fait le tour de table lors de discussions entre le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Crispin Badou, et le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. De précision avec Nanoumba. La ville de Boma dans le Congo central était au centre de l'entretien entre le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Crispin Badou Pandou, et Papi Mantezo, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et à ce qui concerne notre province, il y a beaucoup de sites à construire, mais aussi la modernisation de la ville de Boma. Nous avons pensé qu'il est là et qu'il y a un financement qui devait atterrir pour la ville de Boma, et que lui, comme patron de l'urbanisme et habitat, pouvait avoir les informations qui pouvaient aider les députés provinciaux qui sont l'émanation des populations pour amener l'information à cette base qui nous a élu. Promis de s'impliquer afin que cette modernisation de la ville de Boma soit effective et que nous puissions aussi vivre réellement sa touche dans ce ministère. Crispin Badou Pandou, très attentif à la requête introduite officiellement par cet organe délibérant du Congo central sur l'Agence française de développement qui finance cette modernisation dans le cadre du programme Ville durable. Les chiffres sont alarmants et inquiétants. En RDC, les demandes d'asile à destination de la Belgique ont atteint un niveau record en 2023. 1238 demandes ont été enregistrées et pour cette année, 654 demandes sont déjà annoncées. Des chiffres communiqués par le directeur général de l'Office des étrangers du Royaume de Belgique au cours d'un point de presse auquel a assisté Érudit Kitutu. Augmentation considérable de demandeurs d'asile et de protection venant de la RDC à destination de la Belgique. 1238 nouvelles demandes ont été enregistrées en 2023. Et cette année 2024, 650 demandeurs d'asile de janvier à juillet se sont fait annoncer. Ce qui classe la RDC en 6e position derrière l'Afghanistan, la Syrie, la Palestine, l'Irak et l'Ukraine. L'Office des étrangers du Royaume de Belgique encourage l'immigration régulière au cours de ce point de presse. Son directeur général, Freddy Rosemont, a mis l'accent sur les conséquences liées à l'immigration irrégulière. L'intérêt pour nous, c'est faire baisser le nombre de demandes d'asile abusives. Et l'intérêt pour l'État sera d'avoir une image mieux que maintenant, de se retrouver en 6e dans la liste de demandeurs d'asile. C'est mieux de se retrouver en 26e ou en 36e. Ça, on doit éviter. C'est pas bien. Quand vous êtes là avec un visa valable, il faut que vous respectez le visa et pas demander l'asile, parce que la prochaine fois que vous allez faire une demande, on va dire on vous a donné il y a 3 ans, vous avez introduit une demande d'asile qui naturellement a terminé négatif, donc plus de visa la deuxième fois, parce qu'on ne veut pas faire le même circuit deux ou trois fois. Cet échange avec la presse, aussi bien nationale qu'internationale, a permis aux uns et aux autres de tirer au clair cette question sur les responsabilités des demandeurs d'asile, appelés à le faire dans le respect de règles en la matière.
Et puis, ces communiqués de la Banque centrale du Congo avant de nous séparer à la une de son site d'information www.ctmtca. Le médian en ligne a publié les jeudis 11 juillet 2024 une série de correspondances adressées à la Banque centrale du Congo faisant état du transfert de la somme de 300 milliards de dollars par l'organisation Garuda et que son gouverneur aurait décidé de débloquer ces montants. Face à ces allégations, la Banque centrale du Congo porte à la connaissance du public qu'elle n'a ouvert dans ses livres aucun compte au nom des Garuda ni de ses mandataires successifs et par conséquent n'a reçu aucun dépôt de la part de cette organisation. Par ailleurs, la loi organique numéro 18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo ne lui permet pas d'ouvrir des comptes à des personnes privées. Aussi, la BCC considère que ces informations relayées par WWCTMTCA ne sont pas crédibles et en conséquence, elle a saisi les autorités compétentes pour dénoncer ces fausses déclarations. En effet, ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit des correspondances de ces genres faisant état de sommes colossales à transférer en RDC reliées au même numéro 103 355 777 qui apparaît dans une vidéo postée sur www.guruda et dont les liens renvoient à une chaîne YouTube et qui est gérée à partir de l'Indonésie. Fait à Kinshasa le 12 juillet 2024, Malangu Kabedi Boui. C'est fini pour ce journal des 20h, mesdames et messieurs. Ce journal a été réalisé par Patrick Koba, puis Alain Ngali, Alain Soudi, André Ndjeka, coordonné par Angèle Mabiala. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Bobo, Anan Mukundi. Très bonne suite des programmes. Au revoir.